Merci d'avoir répondu présent pour ce conseil communautaire à une date qui n'est pas habituelle, pendant le congrès des maires, ce qui fait qu'on excusera beaucoup de nos collègues. Donc merci à ceux qui sont là, qui ont pu se libérer. Je sais que les agendas sont chargés, ce conseil communautaire l'est un peu moins, et on aura l'occasion de parler de choses et d'autres, j'imagine bien. On va tout de suite procéder à l'appel par Patrick Romestin. Bonsoir à toutes et à tous. Salmon Fontenil, Simone Christin Lafont remplacée par René Suchet, Jean-Claude Garde, Quentin Paquet donné pouvoir à Michel Jassler, Robert Rogeff, Anne Jean-Jean a donné pouvoir à Robert Rogeff, Clément Gaumont, Claudine Cour a donné pouvoir à Pierre Giraud, André Guerre remplacé par Christelle Berthéa, Thierry Deville a donné pouvoir à Christine Bertin, Hervé Bru, Christine Bertin, Serge Derory, Frédéric Serret, ok, merci. Marie-Thérèse Giry, excusée. Sylvie Genebrier. Alféo Guillotot a donné pouvoir à Vivien Brouillat. Valérie Goutfard. Pierre Giraud. Patrice Couchot. Marc Pellardi remplacé par Kamel Yayaoui. Christiane Brunjari. Roland Bost. Georges Thomas. André Bardelemy a donné pouvoir à Dominique Guillain. Karine Gandray. Elle est là. Michel Jassler. Pierre Barthélémy. Yannick Touran remplacé par Vivien Brouillat. Christian Cassoulot. Merci. Christophe Détra, excusé. Dominique Guillain. Valérie Elvic a donné pouvoir à Bertrand Daval. François Forchet a donné pouvoir à Stéphanie Fayard. Jean-Philippe Montagne. Pascal Roche a donné pouvoir à David Sari. Serge Grandjean. Thierry Chavaran. Bernard Tranchant a donné pouvoir à Roland Bost. Marie-Gabrielle Pfister a donné pouvoir à Christophe Basile. Thierry Missonnier. Patrick Romestin présent. Alain Limousin. Roland Bonnefoy, excusé. Thierry Goubi. Pierre Verdier. Georges Boncompin, remplacé par Philippe Perrard. Daniel Dubost. René Avril a donné pouvoir à Valérie Goutfard. Bernard Coutençon. Christophe Basile. Christiane Baillet. Abderrahim Bentaïeb a donné pouvoir à Cindy Giardina. Jean-Yves Bonnefoy a donné pouvoir à Sylvie Genebrier. Pierre Contrino a donné pouvoir à Gérard Vernet. Bernard Cotier a donné pouvoir à Jean-Marc Grange. Géraldine Dergelet a donné pouvoir à Evelyne Chouvier. Catherine Doublet. Jean-Marc Dufix. Jean-Paul Forestier. Cindy Giardina. Martine Grivillers a donné pouvoir à Catherine Doublet. Cécile Mariette a donné pouvoir à Christiane Baillet. Gérard Vernet. Martine Matra a pouvoir à Jean-Claude Garde. Stéphanie Fayard. Julien Degout a donné pouvoir à Jean-Marc Dumas. Gérard Barou. Michel Robin a donné pouvoir à Thierry Missonnier. Nicole Giraudon. Jean-Luc Daval-Pommier a donné pouvoir. Propose pour l'année qui arrive, c'est de faire un versement d'avance de trésorerie au budget annexe assainissement de l'ordre de 5 millions d'euros et au budget eau potable de 5 millions d'euros. Y a-t-il des questions? Oui, il y en a une a priori. Non. Erreur aussi. Bon. Pas de questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci également de cette unanimité. Merci Olivier de cette présentation. On va passer à la commande publique. Alors, en l'absence de Yves Martin qui était excusé, les marchés publics vont vous être présentés par les vice-présidents en charge des dossiers quand ils sont là. Et quand ils ne sont pas là, c'est moi qui vais m'y coller. Donc, toutes les questions que vous avez à poser, vous les posez aux autres, hein, s'il vous plaît. Non, blague à part, Evelyne Chouvier.
Alors, le premier marché, c'est donc l'autorisation à signer le marché de fourniture de documents imprimés pour les bibliothèques et médiathèques du réseau Loire-Forêt. Le marché arrive à son terme au 31 décembre. Il faut donc procéder à son renouvellement. Une consultation a été lancée. 3 offres ont été déclarées conformes. Et donc, l'attribution du marché a été faite à l'entreprise Librairie de Paris. Donc, on vous demande d'approuver ce marché. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Merci Evelyne. Du coup, en l'absence de Thierry RE, je vais vous présenter les sujets assainissement. Le premier, c'est un marché, un renouvellement marché de petits travaux d'assainissement sur les différents secteurs, les 6 secteurs. Ça a été alloti. Il y avait une clause imitative qui faisait que chaque lot était attribué à une entreprise, si tant est qu'il y avait suffisamment d'entreprises pour chaque lot. Si une entreprise était la seule à répondre à un lot et qu'elle avait déjà un autre lot, elle aurait pu avoir du coup 2 lots. Ça ne s'est pas proposé. Et vous avez le tableau qui vous donne les différentes entreprises retenues. Est-ce qu'il y aurait des questions? S'il n'y en a pas, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le deuxième, c'est le renouvellement de marché pour la prestation de services pour l'évacuation des boues de station, vous avez bien compris. On avait un montant estimatif de l'ordre de 500 000 € hors taxes par an. Il se trouve que le marché est attribué à, je vais retrouver à Suez Organique pour 416 710 € hors taxes par an. Est-ce qu'il y aurait des questions? Pas de questions, je vous remercie. Qui est contre? Qui s'abstient? Et puis enfin, l'autorisation de signer le marché de travaux de création d'un bassin de stockage restitution sur la station d'épuration de Saint-Romain-de-Puy. En fait, c'est la station de Saint-Romain-de-Puy, mais ça récolte les eaux, entre autres, pluviales, pour le sujet qui nous importe. C'est qu'il y a, avec Saint-Georges-de-Ville, pas mal d'eau pluviale. Cette station arrive régulièrement en eau parasite, en surcharge, et il est bon de faire un bassin de stockage. Pour le coup, le marché est attribué à l'entreprise SAD CGTH Pontilly pour un montant de 409 574,54 € hors taxe, pour un montant estimé à 650 000. Donc on a pour l'instant plutôt des bonnes surprises par rapport à nos estimations. Est-ce qu'il y aurait des questions? S'il n'y a pas de questions, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie et je donne la parole à Jean-Paul Forestier pour un travaux d'amélioration de l'accès à la zone d'activité Champ-Bayard. Attends, 2 secondes. Voilà. Oui, il s'agit de la création d'un tourne à gauche et une adaptation du carrefour existant qui est mal calibré. Les critères d'attribution ont été les suivants: prix 55, valeur technique 35 et performance en matière énergétique 10%. 4 offres ont été présentées et déclarées conformes. Le marché a été attribué à l'entreprise Eiffage pour un montant de 498 938 €, alors que l'estimation était de 779 660 €. Une bonne nouvelle. Y a-t-il des questions? Oui. C'est bon. Oui, merci. Oui, c'est un projet de route à Bouin qui a un historique important puisqu'il est lié au projet de centrale à bitume Stal TP. C'est des choses qui ont déjà été évoquées, bien sûr, avec Monsieur le Président. Du reste, donc c'est des choses sur lesquelles effectivement il y a un flou sur est-ce que c'est lié ou pas lié, mais les avis divergent, mais justement, précisément, les avis divergent à cet endroit. Pour rappel, le projet de route a été majoritairement refusé par la population locale lors de l'enquête publique, non pas parce que les habitants autour de Bouin et anciennement du pays d'Astrée et communes environnantes sont contre les routes ni contre la sécurité routière. Cette route, du reste, elle pourrait être très bien. En revanche, compte tenu de son historique,
et où il y a un flou manifeste. Cette route, elle avait été demandée, pour faire bref, avant le projet, plus ou moins officiellement, peu importe, mais en tout cas, il avait été relevé qu'elle était nécessaire et elle a été accordée, peut-être dû au hasard, mais après que l'industriel en ait eu besoin suite à l'enquête publique dédiée, donc pour l'apparition de Stal TP sur le territoire, où, pour rappel, il y avait eu 2682 personnes contre et seulement 41 pour. Dans les objets qui étaient nécessaires à l'industriel, il y avait cette route. Suite à, donc, dans le cadre de l'autorisation d'exploiter, la route a été accordée. Donc, compte tenu de ce cadre flou, peut-être plus une question, donc c'était l'occasion quand même de reparler de tout ça, mais est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas, plutôt que de du coup valider les choses et avancer dans cette mesure, rediscuter des choses à cet endroit-là et peut-être séparer les unes des autres, puisque du coup le projet de centrale à bitume et ce projet de route sont il y a un amalgame de ces deux projets que la population ne comprend pas et a encore énormément besoin de discuter et de comprendre dans quelle mesure voilà, l'un repose sur l'autre, quoi. On entend bien le besoin de sécurité routière. Il n'y a aucun problème sur la nécessité d'avoir des routes cohérentes. Encore une fois, c'est vraiment sur comment ça s'est fait. Et compte tenu du précédent où du coup l'enquête publique qui est propre à cette route, l'enquêteur public, Monsieur Vernet, avait bien notifié à quel point les habitants s'étaient tournés vers lui pour lui parler non pas de la route mais bien de la centrale et que ça avait été un précédent sans précédent quoi pour lui. Voilà. Donc c'est cette remarque sur ce point. Oui. Pierre Verdier. Oui, bonsoir plutôt. Pour moi, la première chose d'abord, je suis très content que ce carrefour se fasse. Je l'ai utilisé pendant des années que j'étais en activité et je maudissais celui-là qui avait créé ce carrefour là-bas et qui était vraiment dangereux. Je suis content qu'il y en ait en bas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voudrais quand même que depuis le temps qu'on parle de l'usine Stal, depuis le temps qu'on a décidé que ça doit se faire, pourquoi on ne le fait pas? Parce que je pense que ça commence à durer et des discours pour rien dire, ça ne fait pas avancer les choses. Mais je remercie M. le Président quand même d'avoir mis ce dossier à adjudication et que les travaux vont se faire. Parce que je pense qu'il faut qu'on avance. Merci. Oui, Alors, pour répondre aux deux questions, et je rappellerai que ces travaux sont faits pour desservir une zone qui fait 15 hectares, dont 9 hectares sont actuellement utilisés. La zone de Chambaillère est un projet d'extension de 2 hectares à l'ouest de cette zone. Je rappelle aussi que c'est une zone d'activité mixte, c'est-à-dire qu'on n'a pas seulement que des entreprises là-dessus, on a, comme tu le rappelais Pierre, tu l'as fréquenté, donc il y a un collège, un lycée, deux salles de sport, un hôpital, un EHPAD, et en plus, il y a un magasin d'alimentation. Alors, l'adaptation du carrefour suite au tournage à gauche va permettre de calibrer les rentrées sur cet essai. Et le tournage à gauche, eh bien, il est prévu, comme toute zone qu'on a à peu près significative, il y a toujours au moins une entrée et une sortie. Là, à Boin, à Chambaillard, exactement, on avait une seule entrée qui était particulièrement dangereuse. C'était pour répondre à M. Verdier sur son interrogation à pourquoi le projet ne se faisait pas encore. C'est parce qu'il y a des citoyens localement, donc depuis 8 ans, qui essayent que ce projet ne se fasse pas compte tenu des enjeux sanitaires. Il y a la route, il y a la nécessité d'avoir du bitume un peu plus près que les autres centrales. Il y a ces enjeux-là. Et en parallèle, il y a des enjeux sanitaires et qui ont une cascade de conséquences notables pour Boin, ses environs, la santé des 1000 élèves de la cité scolaire. Il y a un hôpital à 100 mètres. C'est des éléments qui ont été déjà énormément rapportés. Qui sont toujours importants de rappeler. Il y a des zones Natura 2000 autour, il y a des habitants, et c'est pour ces raisons qu'il y a des recours
contre ce projet de centrale qui, aux yeux d'une majorité donc de citoyens à Bouin et aux environs, qui consomment Bouin, qui n'habitent pas forcément à Bouin, mais qui vivent par Bouin, qui luttent contre cette idée d'une centrale à cet endroit-là. Encore une fois, c'est pas des gens qui sont contre les voitures, les routes ou je ne sais quoi. C'est vraiment pas pour relancer le débat à cet endroit-là où tout le monde est d'accord. C'est que ce n'est pas le bon lieu pour une centrale à bitume à cet endroit-là. C'est contre cette idée-là qu'ils luttent. Voilà. Pierre Verdier. Oui, mais je pense qu'on va faire un débat là-dessus. Je pense qu'on a voté à la majorité, à Bouin à la majorité aussi. Je pense que la démocratie doit s'appliquer. À un certain moment, je veux bien qu'il y ait des gens qui ne sont pas d'accord, mais on ne peut pas contenter tout le monde. Je crois que les citoyens, et moi je vais vous envoyer la facture parce que ça fait 5 ans que j'attends cette centrale d'Arrobé, parce que je pense que s'il y avait une centrale d'Arrobé à Bouin, on paiera entre 5 et 10% de moins le bitume. Et je vous enverrai la facture sur mes 5 années de consommation d'enrobé. Et en plus, je pense au niveau des CO2, S'il te plaît. Hein. au niveau des CO2, je pense on sera largement gagnant. Voilà, je ne suis pas un féru ni un ingénieur, mais je pense quand même que j'ai du bon sens. Merci. Monsieur Gaumont. Oui, non, tout simplement, là, on parle donc de factures pour aller chercher du bitume. Il y a des gens qui luttent pour leur santé et leur qualité de vie à Bouin. Je ne sais pas dans quelle mesure il est digne de mettre les choses dans la balance. Encore une fois, c'est pas des gens qui sont là, qui se lèvent le matin en se disant tiens, qui c'est que je vais aller embêter. Je pense pas que ce soit une façon constructive de voir les choses. C'est des gens qui ont, comme tout le monde, avant même d'envisager faire des kilomètres pour aller faire leurs courses. Ils pensent le matin à comment je vais faire pour me tenir en bonne santé le plus longtemps possible. Ce projet de centrale à bitume à cet endroit-là, encore une fois, on vient en parler du fait du projet de route qui est lié, est un projet néfaste dans leur perspective. Ça, je pense que tout le monde est à même de le comprendre. Quant aux factures, oui, passons. Bien. J'ai juste une question. Je vais laisser votre micro ouvert pour que vous me répondiez, Monsieur Gaumont. Vous avez cité la commission d'enquête sur ce tourné à gauche. Vous avez cité un nombre de personnes en précisant dans la foulée, par abus de langage, qu'ils étaient majoritaires à la commission d'enquête. Attention, quand on fait une enquête publique, les gens qui témoignent, il y en a un certain nombre. Et quand on dit majoritaire dans l'enquête publique, pas majoritaire forcément dans la population. Et ce qui, dans notre démocratie, fait qu'à un moment donné, les majorités s'expriment, c'est bel et bien les urnes et les élections. Ouais. Alors j'ai une seule question à vous poser, j'aimerais que vous y répondiez clairement. Quelle a été la conclusion du commissaire enquêteur sur le tourné à gauche à Bouin? Quelle a été la conclusion du commissaire enquêteur que vous avez vous-même cité? Il est pour. Il est pour. Bien. Donc ce soir, nous sommes en train... Merci, Monsieur Gaumont. Non, mais pour répondre pleinement à votre question... Ma question était très simple. Ah, mais c'est une vous réponse avez eu oui, non, mais l'occasion de vous exprimer. Je ne sais pas dans quelle mesure il est honnête de résumer ça à oui ou non, Monsieur Basile. Comment ça, c'est honnête? Je ne sais pas ce qu'il a. C'est une réponse entre oui ou non. Il a répondu oui au tourne à gauche en interdisant les ICPE. Monsieur Gaumont, je crois que vous avez eu largement l'occasion de vous exprimer. Je vous ai posé une question très simple qui était, puisque vous l'avez vous-même cité, une commission d'enquête. Ce débat a eu lieu X fois. Vos arguments, vous les avez eu l'occasion de les présenter X fois, et il arrive que finalement, ces arguments n'aboutissent pas. Ils n'aboutissent pas. En tout cas, le commissaire enquêteur nous a dit, OK, aujourd'hui, on signe le marché. Vous dites que c'est lié. Lui-même a observé tout ce que vous aviez fait, dit, etc. Et pour autant, il est pour. Donc non, ces deux affaires ne sont pas liées. Elles sont liées, et je refais... Parce que c'est très important, au final, que les populations qui sont quelquefois manipulées par des minorités puissent avoir des propos extrêmement clairs. Il est tout à fait normal qu'un préfet qui constate qu'un carrefour est dangereux
qu'un accès à une zone est dangereuse, que c'est demandé depuis quelque temps et que ce n'est pas accordé, parce que quelquefois, et tout le monde le sait, il faut demander les choses plusieurs fois pour qu'elles soient accordées, il est tout à fait normal que quand un préfet accorde une autorisation ICPE, dise dans le même temps, si cette usine s'installe, a fortiori, compte tenu des antécédents de ce carrefour et de cet accès, il n'y a pas que ce carrefour d'ailleurs, il y a le carrefour tourné à gauche, plus l'accès au lycée à l'EHPAD. Il est tout à fait normal que le préfet impose de fait, que ça existe, puisque c'est déjà dangereux. Donc, le fait que nous, indépendamment, puisque les deux procédures sont totalement séparées, indépendamment de l'avenir de l'installation de cette usine, le tournoi à gauche puisse se faire. Parce que c'est important, comme l'a dit Jean-Paul Forestier. Parce que si demain, l'entreprise Stahl vient ou vient pas, en l'occurrence, si elle vient, bon, elle vient. Si elle vient pas, elle vient pas. Il va y avoir des entreprises qui vont venir. Et le problème de sécurité, on va faire quoi? On va pas faire le tournoi à gauche? Mais c'est complètement aberrant. Donc aujourd'hui, je rejoins totalement les propos de M. Verdier sur le fait qu'il faut qu'il se fasse. La délibération est en ce sens. On comprend tous que vous ayez envie de remettre ce débat sur la table, c'est bien normal. Vous êtes élu, vous avez le droit de dire. Mais au bout d'un moment, quand on me parle d'honnêteté, de majorité, de tout ce qu'on veut, moi j'ai encore dans mes gènes le fait que les maires et les conseils communautaires sont souverains sur les décisions. Et quand on dit en plus que la proposition c'est d'attendre, moi je veux bien qu'on attende encore longtemps, mais enfin ça date depuis 2016. Eh bien, pour le tourner à gauche, s'il vous plaît, je veux bien donner la parole si vous la maintenez, mais j'aimerais bien, s'il vous plaît, qu'on puisse passer au vote enfin de ce tourner à gauche. Monsieur Pierre Drevet. Bon, je confirme ce que vient de dire le président et Pierre Verdier. Simplement, j'ajouterais une chose, c'est que pas oublier que vu le flux que ça engendrait, cette route et toute la partie circulation qu'il y avait à cet endroit, en 2017, il y a eu un mort, un jeune de 15 ans qui était sur la route des Vignes, et justement, il a été happé par une voiture qui allait un peu vite. Donc, je pense que ces travaux, ils sont nécessaires, et je pense que c'est une bonne chose. Monsieur Basile, de la même façon que vous êtes adressé à moi, une question par oui ou par non. Vous maintenez qu'il n'y a aucun lien entre le projet de centrale à bitume et ce projet de route. Est-ce qu'il existe un courrier, oui ou non, qui commence dans ces termes? Au cours du courrier, il y a bien marqué, c'est un courrier pour l'industriel, où il y a marqué en toutes lettres, dans le cadre du projet d'implantation de la centrale à bitume Stahl TP, virgule, nous vous demandons de la création de cet accès. Oui ou non? La preuve qu'il n'y a aucun lien. C'est pas oui ou non. Vous avez deux questions. Alors, je ne peux pas répondre par oui ou non. Vous avez posé deux questions. Est-ce que ce courrier existe ou pas? Ce courrier existe. Okay. Je l'ai expliqué avec la parole de monsieur le préfet, qu'effectivement, il demande qu'il y ait ce tourné à gauche si l'entreprise s'installe, vient. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de lien au sens de la sécurité, puisque la demande du tourné à gauche est antérieure à la venue de Stahl. Alors, vous pouvez tourner en boucle dans votre idée et vos arguments. Les faits sont là. Cette demande de tourner à gauche et de sécurité était antérieure. Le commissaire enquêteur l'a validé. Tous les votes, tous les recours en interdisant les ICPE. Monsieur Gaumont, je vous propose, chers amis, de passer au vote pour se tourner à gauche et cette sécurité de cette zone qui en a grand besoin. Qui est contre? Monsieur Gaumont, je retiens très clairement cette position de vote. Qui s'abstient? 3 abstentions. 4 abstentions. Je vous remercie de cette très large majorité. Monsieur Gaumont, au terme de la sécurité, je vais vous dire une chose. Je vais aller plus loin. Tous les jours aujourd'hui dans la presse, vous voyez des maires accusés de ne pas avoir fait les aménagements qu'il fallait pour éviter les morts sur les routes. Je trouve que c'est vraiment pour un maire, c'est un sujet. On est tous aujourd'hui confrontés à des demandes de citoyens où ça roule trop vite, c'est dangereux, etc., etc. On l'a encore vu récemment dans le journal
au croisement de deux routes départementales où régulièrement il y a des accidents. Les accidents sont essentiellement liés quand même à un moment donné à ceux qui conduisent, mais par moment, voilà. Et tous les jours, on est subi à ça. Et je trouve que là, pour le coup, indépendamment de la polémique qui date depuis 2016, il me semble qu'on aurait pu ce soir trouver un consensus sur la sécurité de l'accès à Champ-Bayard. Je vous propose de passer au point suivant. Monsieur Giraud. Merci, Président. Le point qui suit, ça concerne une autorisation pour signer un marché pour le suivi et la gestion des sites de compostage partagés. C'est la deuxième fois que nous revenons devant vous pour ce genre de marché, puisque les premiers avaient été déclarés infructueux. Donc aujourd'hui, sur les trois, on avait fait 3 lots, le nord, le sud et le centre, pour ces accompagnements. Ce sont des marchés, un appel d'offres qui est ouvert à bon de commande, et on a reçu 2 offres pour l'ensemble des 3 lots. Les 2 entreprises ont été bien entendu acceptées par la commission d'appel d'offres, et vous avez pu voir dans le tableau le résultat de cette commission d'appel d'offres. Pour le lot 1, c'est l'attributaire et la structure compostante et Oasis. Pour le lot 2, c'est la société Horty, et pour le lot 3, c'est aussi la société Horty. Au passage, cette société Horty appartient au groupe Vaidec, où est aujourd'hui aussi le groupe BM Environnement de Sainte-Agathe-la-Bouteresse. Donc, c'est une société qui est sur notre territoire. Donc, vous avez vu les tarifs, enfin, les montants des fourchettes, avec des minimums et des maximums pour, je le rappelle, la gestion des composteurs partagés. Est-ce qu'il y aurait des questions? Est-ce qu'il y aurait des votes contre? Est-ce qu'il y aurait des abstentions? Merci pour l'unanimité. On poursuit avec Patrice Couchot. Non? Jean-Paul Forestier. Ah bah là, non, je pense. Oui, si, Jean-Paul Forestier. Jean-Paul Forestier, d'accord. Il s'agit du marché d'exploitation ZAC des Plaines en eau brute. Cette exploitation exploitant externe la réalisation de prestations de services et de travaux relatifs aux services d'alimentation de cette zone. La durée de marché est de 60 mois maximum. L'estimation est de 175 000 € pour la partie forfaitaire. Les critères étaient 50 pour le prix, 50 la valeur technique. 2 réponses sont parvenues et c'est l'entreprise Cholton qui a été retenue pour un montant forfaitaire de 158 000 €. Y a-t-il des questions? Oui, qu'est-ce que vous appelez les eaux brutes? Comme Patrice Couchot répondra plus précisément, comme son nom l'indique, c'est une eau qui rentre directement du canal. En l'occurrence, le canal. Attends, réponds Patrice. Hop, toc. Oui, l'eau brute, elle sert à faire de l'eau potable, mais aussi elle peut servir à des industriels qui n'ont pas besoin d'eau potable pour nettoyer des systèmes d'industrie. Enfin voilà, c'est pour ça. Et d'un côté, c'est bien, ça permet de ne pas avoir de l'eau potable pour du nettoyage, par exemple. Nettoyage de camions, des choses comme ça. Voilà. Pierre. Donc, il y aura un réseau spécial pour cette eau-là. Bah, c'est bon? L'eau de pluie est une eau brute qui peut avoir des canalisations. Il peut y avoir de la récupération, on peut s'en servir pour éteindre des incendies. Voilà. L'eau brute, c'est de l'eau qui n'est pas traitée et qui peut servir à d'autres choses. Jean-Paul. On vote. Ah non, j'ai... Autre question? Oui. Jean-Pierre, Jean-Pierre, c'est Jean-René. Quel est le volume d'eau qu'on achète? Quel est le volume d'eau qu'on achète? Patrice Couchot. Joker pour moi. Non, c'est dans le cas de l'aménagement de la zone. Je ne connais pas exactement le volume, mais en fait, c'est pour une demande d'un industriel. Hein, c'est pas. Mais je ne pourrais pas dire l'économie, mais on pourra vous le dire pour la prochaine fois. Pas moi, personnellement. Merci de la question. Ouais. Audrey l'a noté. Et la réponse, on l'aura la prochaine fois. Ah, c'est Arnaud, pardon. Oui.
Audrey l'a noté et la transmet à Arnaud. Très bien. On va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Une abstention. Merci. Ensuite, c'est l'approbation du lancement de la procédure de passation et autorisation à signer le marché de travaux de renouvellement des réseaux d'assainissement et d'eau potable de l'avenue de la Libération sur la commune de Saint-Marcelin-en-Forêt. Alors, c'est une délibération d'un marché passé par anticipation. On a estimé le marché à 318 000. On vous demande de me donner délégation pour le signer à partir du moment où il est inférieur à 350 000. Cette demande, c'est pas lié à des process particuliers, c'est une demande de la commune de le passer par anticipation pour que la durée du chantier arrive plus vite que prévu. Je sais que vous n'aimez pas quand c'est répondre à de accélérer les choses. Et de ne pas attendre le conseil communautaire prochain. Est-ce que cela pose des questions? Patrice Couchot. Et là, je peux répondre une précision complémentaire. En fait, pourquoi on passe par anticipation? Parce qu'on va pouvoir le faire, parce qu'on avait demandé un avis à la DRAC s'il fallait faire des fouilles. Elle nous a répondu favorablement que non. Donc, du coup, on peut anticiper et on n'était pas prêt. Voilà, c'est pour ça qu'on vous demande l'autorisation de pouvoir démarrer les travaux dès que possible. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, une élection des représentants de Loire-Forêt-Agglo dans le cadre de la commission d'appel d'offres du groupement de commandes relatif à la gestion des aires d'accueil des terrains familiaux et de l'aire de grand passage des gens du voyage. Vous savez que ce grand passage des gens du voyage est une aire sur Saint-Étienne Métropole. Et il nous faut des représentants. Ces représentants sont pris dans la commission d'appel d'offres au titre des voix délibératives. Il y en a 4, et la proposition vous est faite de retenir la candidature de François Madvé comme de François Madvé, il en faut 2, et de Alain Limousin. Est-ce qu'il y aurait des questions sur ce sujet? S'il n'y en a pas, qui est contre? Qui s'abstient? Bravo, messieurs, de votre élection. Pour encore une question d'assainissement, c'est cette fois-ci la modification du marché d'entretien des espaces verts Faucardage. Alors, c'est le marché de renouvellement de ce Faucardage et d'un avenant de modification avec la société Oasis Jardin de Cocagne. Est-ce que ce marché pose question? Pierre Verdier. Comment ça se fait que ce marché, cette année, soit augmenté? Parce que le Faucardage, c'est une fois par an, il me semble, non? C'est des nouveaux sites. On leur demande de faire plus de boulot. Pas d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Décidément, on m'a mis au boulot ça. Autorisation à signer la modification de marché numéro 2 au lot 3 du Gros Œuvre pour les travaux de la construction de la piscine Petit Bois. Oui, effectivement, c'est une modification de marché qui implique une dépense supplémentaire de 113 000 €, soit 5,08%. C'est la raison pour laquelle c'est délibéré. C'est lié au fait que le bassin inox devait avoir un support qui n'était pas totalement celui qui était prévu. Donc les travaux, autant vous le dire, hein, le bassin inox étant quasiment posé ou posé, ces travaux ont été faits puisqu'on n'avait absolument pas le choix de le faire. Donc c'est la maîtrise d'œuvre qui n'a pas totalement anticipé ce biais et nous n'inclurons pas cette augmentation dans ces honoraires, bien entendu. Mais bon. Est-ce qu'il y a des questions? De toute façon, je ne peux pas être plus transparent, ça n'a rien de tourner autour du pot. Qui s'abstient? Une abstention. Qui est contre? Je vous remercie. Et je laisse la parole à Robert Ogef. Merci, Président. Je vais vous présenter 3 fonds de concours. Pardon. Je rappelle que pour les fonds de concours, il faut qu'il y ait des délibérations concordantes entre Loire-Forêt Agglomération
et les communes. Le premier concerne donc une demande de la commune de Saint-Marcelin-en-Forêt qui a sur son territoire une place qui est au point de départ de l'itinéraire touristique de l'aventure du rail. Et la commune, depuis plusieurs années, mais et en particulier en 2023, en avant l'aménagement de cette place pour le confort de ses usagers. Et dans le cadre de cette amélioration, elle souhaite acquérir des toilettes écologiques pour finaliser les équipements de cette aire publique. Voilà, le montant donc des dépenses est estimé à 26 187 €. Et le soutien global de la communauté d'agglomération sur ce projet serait donc de 10 000 € maximum, plafonné à 50%. Y a-t-il des questions? Oui, juste une question technique. Qu'est-ce que des toilettes écologiques? Alors, je crois que c'est une variante des toilettes sèches, mais je suis pas le spécialiste. Est-ce qu'il y a quelqu'un de Saint-Marcelin? C'est avec des verres de traitement, mais pas de sciure ni rien, mais on met des verres et c'est les verres qui font le compost. C'est du compostage direct. Voilà. Merci de cette information fort précise. Bien, qui s'abstient? Qui est contre? Merci de cette unanimité écologique qu'on a appris quelque chose. Non, mais l'air de rien et blague à part, Ouais. ça permet qu'au lieu de vider le seau régulièrement, eh bien, on ne le vide pas. Bah, on ne le vide pas. Normalement, on ne le vide pas. Oui, oui, il y a moins de fonctionnement. Non, non, mais c'est... Parfait, merci. Le deuxième fonds de concours concerne la commune d'Usson-en-Forêt pour la création d'un bâtiment d'accueil multisport. C'est un projet qui date depuis 2016, qui avait été fléché sur le dispositif Pôle Pleine Nature des Monts du Forêt. À l'époque, il avait été retoqué parce qu'il était partiellement incomplet. Et là, aujourd'hui, il a tout son sens dans le développement et le point d'entrée Pôle Pleine Nature sur les Monts du Forêt à partir donc de la commune d'Usson-en-Forêt, avec tout ce qu'il faut comme équipement pour accueillir dans de bonnes conditions les sportifs et les pratiquants de toutes les activités pleine nature. Voilà, Salorsac, etc. Donc, le montant de ces dépenses est de 336 569,44 € et le fonds de soutien proposé pour la commune est fléché à 50 000 €. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour eux. Troisième et dernier point sur le fonds de concours, c'est la même chose que l'année dernière, c'est l'opération qu'on a menée avec les villages de caractère. Je rappelle que sur le territoire de Loire-Forêt, donc il y a 5 villages de caractère, Chandieu, Marolles, Montarcher, Saint-Bonnet-le-Château et Sauvin. Qu'on a eu une opération avec les artistes Cat et Action, vous en avez peut-être entendu parler au début de l'été, avec des opérations qui ont été fléchées non seulement sur de la street art, mais en plus, on avait, grâce à l'engagement des maires, des communes, et des élus municipaux et des adjoints, fait des opérations pour accompagner les écoles, en particulier, je crois que tout le monde y a participé, pour montrer un peu ce que pouvait être du déploiement du street art dans les communes comme celle-ci. Là, on est en train donc de clôturer l'opération donc de 2024 et elle se résume à un soutien donc de 5 153 €, 1095,60 € pour la commune de Chandieu, 1118,10 € pour la commune de Marolles, 732,50 € pour Montarcher, 1118,10 € pour Saint-Bonnet-le-Château, 1099,52 € pour la commune de Sauvin. Voilà. Avant de vous soumettre à vos éventuelles questions, je porte à votre connaissance qu'on va renouveler l'opération une troisième et dernière année pour 2025, que le groupe a déjà travaillé.
et que ça permettra de faire avec le patron, Monsieur Iniesta, de faire des opérations de promotion sur tous ces villages de caractère sur ces 3 dernières années, sachant que le thème qui est retenu pour cette année, c'est les célébrités des communes citées, des villages de caractère. Voilà. Donc ça veut dire que sur ces 3 dernières années, on aura quand même il y aura une valeur ajoutée qui mérite qu'on flèche ça en termes de communication. Je rappelle que les villages de caractère, c'est une accréditation gérée par le département. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, Madame la Présidente. Merci Robert. On poursuit avec Evelyne Chouvier et une modification de règlement de l'appel à projet culturel. Effectivement, en 2024, on a lancé l'appel à projet Copernic Action culturelle en réseau. On a besoin de faire évoluer le règlement, notamment pour l'attribution de subventions. Donc désormais, seules les associations locales déjà existantes et reconnues d'intérêt public seront éligibles à cet appel à projet. Est-ce qu'il y a des questions, des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. On poursuit avec Pierre Giraud pour des sujets concernant les déchets et notamment la REP. Merci, Président. Donc, effectivement, une délibération qui concerne une REP, on en a plusieurs, bien entendu, et celle-là, elle est spécifique à tout ce qui est produits et matériaux de construction, puisque ça date au mois de 2020 où il a été proposé de faire de la récupération de ce type de matériel. Donc, dans un premier temps, ce sont des professionnels qui ont mis ça en place sur leur propre territoire ou leur propre établissement. On a vu aussi quelques déchetteries, on va dire, de professionnels pour récupérer ces matériaux. Et on vous propose ce soir d'ouvrir nos déchetteries aussi pour la récupération de ces matériaux de construction à partir de 2025. Ça n'engendre pas d'équipement spécifique ou complémentaire par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui dans les déchetteries où on accueille des déchets venant des professionnels ou des particuliers, puisque des matériaux de construction, on en a aussi de temps en temps à partir des particuliers. Donc, ce qui vous est proposé, c'est qu'effectivement, on puisse mettre en place cette nouvelle REP au niveau de nos déchetteries. Ça a un intérêt relativement important sur l'aspect financier des choses, puisque les organismes ou les éco-organismes nous reverseront un certain nombre d'aides et d'accompagnements dans la mesure où on recyclera un peu mieux tous ces produits issus de la construction et plutôt de la démolition. Est-ce qu'il y aurait des questions? Non. Pas de questions, simplement signaler que sur notre territoire, c'est une très très bonne avancée pour nos professionnels d'une part, et pour l'organisation que nous avons mis en place au niveau des déchetteries de Loire-Forêt Agglomération. Donc c'est vraiment un sujet qui est assez intéressant pour les pros et pour le rôle que l'on peut jouer dans ce recyclage de ces déchets. En tout cas, merci Pierre d'avoir mené ce dossier de la façon dont tu l'as mené. Alors, en principe, ça ne se fait pas, mais pour compléter ce que vient de dire le Président, si Loire-Forêt s'est engagé aussi dans cette démarche-là, c'est que des professionnels l'ont déjà fait, je vous ai dit, mais ils sont plutôt localisés dans les zones urbanisées et au détriment des zones un peu plus rurales. Et nous, avec notre réseau de déchetterie qui est le plus proche possible maintenant des usagers, ça permettra effectivement une certaine équité sur notre territoire. Donc c'est aussi la vocation de la collectivité par rapport à ça. On passe au vote. Est-ce qu'il y aurait des votes contre? Des abstentions? Merci. Je poursuis avec donc le point numéro 21 qui revient toutes les années à peu près à la même époque, puisqu'on parle de tarification au travers de la redevance spéciale et des déchetteries. Donc, il vous est proposé une nouvelle tarification à partir du 1er janvier 2024 qui tient compte, bien entendu, des coûts liés au traitement et à la gestion des déchets. Donc, vous avez le tableau sur les ordures ménagères, on passerait de 0,06 ou 0,60 le litre à 0,064.
sur les emballages et autres de 0,023 à 0,24. Donc ça, c'est effectivement pour tous ceux qui sont assujettis à la redevance spéciale. La redevance spéciale s'adresse aux professionnels et à l'artisanat et au commerce pour ceux qui déposent plus de 360 litres d'OM par semaine. Et aux collectivités, puisque nous ne payons pas de taxes foncières sur nos bâtiments, le moyen de faire contribuer les communes à leurs déchets sur certains établissements, c'est aussi la redevance spéciale. Et dans le même temps, on vous propose également de revoir, bien entendu, la tarification des dépôts en déchetterie, sauf qu'une petite précision par rapport aux déchetteries, on serait sur à peu près les mêmes tarifs qu'en 2024, mais il y a un certain nombre de tarifications qui vont disparaître, eu égard à la délibération qu'on vient de prendre auparavant, puisque tout ce qui va concerner les gravats, le bois et autres, aujourd'hui c'était payant en déchetterie pour les professionnels, demain ça sera gratuit à partir du 1er janvier. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions, on passe au vote. Est-ce qu'il y aurait des votes contre, des abstentions? Eh bien, je vous remercie pour l'unanimité. Merci Pierre. Retour à Patrick Romestin pour la modification du tableau des effectifs. Effectivement, avec en premier lieu des suppressions, créations de postes. Tout d'abord, un poste de référent secrétariat eau potable. L'agent affecté à ce poste a réussi le concours de rédacteur. Il est inscrit donc sur la liste d'aptitude en catégorie B. Le grade plafond de ce poste permet de nommer cet agent. Donc, il vous est proposé de supprimer le poste en catégorie C et de le créer en catégorie B dans le cadre d'emploi de rédacteur territorial. Ensuite, c'est le poste de technicien assainissement, gestion patrimoniale et maintenance. C'est exactement la même chose, c'est une réussite de concours. Donc la proposition, c'est la même, c'est de supprimer le poste de catégorie C et de le créer en catégorie B. Ensuite, on passe au poste de coordinateur santé et sécurité, qui lui fait l'objet de vacances suite à un départ de l'agent. Ce poste est actuellement en catégorie A et cette fois-ci, il vous est proposé donc de supprimer le poste en catégorie A et de le créer en catégorie B dans le cadre d'emploi des techniciens territoriaux ou rédacteurs territoriaux. Ensuite, ça concerne le service commun secrétariat de mairie, où la commune de Servières a délibéré et va adhérer au service à partir du 1er janvier 2025 pour une quotité de 12 heures hebdomadaires. Une secrétaire de mairie va prendre ce poste, donc c'est la secrétaire de mairie qui est déjà dans le service commun, la secrétaire de mairie de Saint-Priest-la-Vêtre, qui travaille à hauteur de 18 heures à Saint-Priest-la-Vêtre et qui va travailler à hauteur de 12 heures pour la commune de Servières. Donc la proposition, c'est de modifier le temps de travail du poste numéro 385 de 18 à 30 heures. Ensuite, nous avons des modifications et créations de postes dans le cadre du projet de la piscine Petit Bois, donc notre équipement nautique sur Saint-Just-Saint-Rambert, dont la réouverture est prévue à fin 2025. À savoir que nous aurons sur ce site 2 bassins. Nous allons passer de 24h30 d'ouverture publique à 44 heures par semaine. Et précédemment, donc, ce site accueillait 84 classes et il pourra en accueillir 134 donc, à sa réouverture. Donc pour cela, c'est 6 postes qui sont proposés ce soir à l'ouverture, 6 postes qui représentent 4,4 ETP. Comme vous avez pu le voir, un poste de maître nageur sauveteur et 5 postes d'agent d'accueil et d'entretien, à savoir que là aussi, sur ce site de Saint-Just-Saint-Rambert, nous reprenons en régie l'entretien et des petits travaux de maintenance. Et ensuite, pour terminer, des modifications d'indices de rémunération concernant 7 postes. Et ces modifications d'indices de rémunération représentent une non-dépense de 11 700 € sur un an. Y aurait-il des questions ou des remarques? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Qui serait contre ces propositions? Une, merci. Qui s'abstient? 3 abstentions. Merci. Merci Patrick. On poursuit avec Serge Grandjean pour un avenant dans le cadre du contrat leader, je crois. Oui. Oui, effectivement, en juillet 2023, les 11 EPCI plus le PNR ont signé une convention de partenariat pour la mise en œuvre et le pilotage du programme Leader Loire. Comme vous le savez, c'est un rappel, mais la région Auvergne-Rhône-Alpes
qui gère le FEADER, a modifié ses conditions de remboursement des frais d'animation et de fonctionnement à la suite d'une étude interne juridique. La région donc impose désormais que le calcul des frais de personnel, des dépenses indirectes et de déplacement soit réservé aux ETP employés directement par les structures qui sollicitent les subventions. Afin d'assurer cet avenant, porte sur les modalités de fonctionnement et de ressources humaines, ainsi que sur les modalités de prise en charge financière et de remboursement. Il prévoit également l'arrêt des mises à disposition afin de permettre aux 3 structures employeuses, que sont Rouen Aglo, Le Pilat et Loire-Forêt Agglomération, de solliciter directement les subventions à leader. Il vous est donc proposé ce soir d'approuver l'avenant à la convention et d'autoriser le président à le signer. Est-ce que cela vous pose des questions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Jean-Paul Forestier, pour une garantie d'emprunt. Merci Serge. Oui, il nous a demandé d'accorder la garantie d'un emprunt sur la forme d'un engagement de caution à hauteur de 80% pour un emprunt contracté par Novim auprès de la Caisse d'épargne. Vous lirez les modalités et conditions financières dans la note de synthèse. Cet emprunt permet de poursuivre l'aménagement de la zone sud des plaines. Il amortit le décalage entre les dépenses de travaux et les recettes engendrées par les ventes. Il permet de payer les entreprises dans les délais normaux et réglementaires. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, comme on est zone des plaines et que tout à l'heure vous avez fait un duo avec Patrice Couchot, je redonne la parole à Patrice Couchot, puisqu'entre-temps, il a eu une réponse. Oui, sur les concernant eaux. l'économie d'eau potable, mais il s'avère qu'on va économiser 10 000 mètres cubes annuels. Voilà, donc en période difficile, et ben, c'est 10 000 mètres cubes de consommer sur l'eau potable. Voilà. Merci Marcel Vernel de m'avoir répondu. Merci, Patrice. Alors, on poursuit avec un sujet, ben voilà. C'est une attribution de fonds de concours en remplacement de Marie-Gabrielle Pfister, qui est pas là. J'ai le plaisir de vous demander de voter un fonds de concours pour la commune de Marolles, pour le projet de Sylvétum. En fait, on prend cette délibération parce que nous sommes typiquement dans le cadre de l'accord qu'on avait avec le département et le CNPF, où on aide, dans le cadre de la charte forestière, un certain nombre de projets associatifs. Et le département, pour un cas qui serait une association, aurait donné 10 000 euros, 20% de la dépense, et nous, on s'aligne en donnant les 10%, 11%, donc c'est-à-dire 5 000 euros. En fait, c'était prévu pour les associations et pas prévu pour les communes. En l'occurrence, la commune de Marolles a eu cette excellente idée de faire un Sylvétum. Bien sûr, c'est bien pour Marolles, mais c'est aussi très très bien pour Loire-Forêt Agglomération. Et on vous propose de délibérer pour qu'on puisse verser ce fonds de concours à la commune de Marolles. Est-ce qu'il y aurait des questions ou des observations? Je vous invite à aller voir, c'est magnifique. Moi j'ai vu, c'était pas fini, donc il faut que je revienne te voir, Daniel. Et primé au trophée des maires, c'est vrai. S'il n'y a pas de question, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et tu as vu, Jean-Paul, en général, on garde le meilleur pour la fin. Ça t'évite de le dire. Je te remercie. Hein. Ouais, et puis j'y pensais, en fait. Hein. Bon. En fait, je suis un petit peu le Père Noël avant l'heure, mais bon, modeste quand même, hein, parce que c'est pas des sommes très importantes. Mais quand même très apprécié par les communes. Donc, dans le cadre du dispositif du cercle vertueux, il convient aujourd'hui de valider le versement effectif des fonds de concours aux communes qui ont réalisé les travaux et fourni les pièces demandées en vue du versement du fonds de concours. Je ne vais pas vous lire toute la note de synthèse. Chacun sait comment ça fonctionne les fonds de concours, cercle vertueux. Quand il s'agit de toucher un peu d'argent, on est tous très très bien informés généralement. Donc ce soir, il est demandé au conseil communautaire de bien vouloir valider le versement donc, de ces fonds de concours aux communes qui sont citées. Je me suis amusé à faire l'addition, c'est un peu plus de 41 000 euros, donc c'est quand même un petit conséquent. Voilà, donc et autoriser le président à signer avec les communes concernées les conventions de versement
du fonds de concours et puis la contrepartie qui est le réabondement financier de ce fonds de concours. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Non. Ben, je vais vous pas demander de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Il me semblait bien que l'unanimité était certaine. Merci pour bien. Et par contre, si le président le permet, je rajouterai juste quelques mots, à savoir que le fonds de concours Cercle Vertueux, vous avez du 1er janvier au 15 février pour présenter vos dossiers. Si vous ne les présentez pas dans ce délai-là, rien n'est perdu. Vous pouvez demander une dérogation par courrier, on vous l'accordera. Par contre, vous toucherez ce que vous devez toucher, donc votre aide, seulement en 2026 ou 2025. Mais on tient à cœur quand même ce qu'on a misé à l'extinction de notre éclairage public en milieu de nuit. Donc c'est notre argent, donc on se donne une certaine liberté pour le distribuer, même si, bien évidemment, il y a des règles, parce qu'il faut toujours qu'il y ait des règles. Hein. Voilà, donc n'oubliez pas, entre début janvier et 15 février, pour déposer vos dossiers. Et puis une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec, avec le sujet, mais je suis votre représentant au ciel et le ciel a décidé de revenir au taux de subvention qui était à l'avant-Covid. Donc on va perdre en gros 10% de 10 points de subvention. Si vous avez des dossiers, dépêchez-vous à délibérer avant la fin de l'année pour être encore éligible au taux qui nous est plus favorable aujourd'hui qu'il ne le sera en 2025. Voilà. Si éventuellement vous croisez des vice-présidents du ciel ou des représentants du ciel, n'hésitez pas à leur dire que c'est dommage de baisser de 10%. Mais bon, on a tous des contraintes budgétaires. Vous avez vu les décisions et conventions de contrat du président. Est-ce que vous auriez des questions sur ces décisions? Oui, vas-y. 1 000 €. Ouais, je voudrais juste avoir une information sur l'aide de 120 000 € qui était attribuée à la mairie de Boin dans le cadre de déficit d'opération. L'aide à qui? À la mairie de Boin. Ah, c'est le PLH. Valérie? Oui, Serge, en fait, c'est des opérations de déficit foncier qu'on attribue à des communes dans le cadre de grosses rénovations urbaines. Voilà. On a eu Saint-Bonnet-le-Château, qui a déjà été éligible à hauteur de 120 000 € pour un îlot, alors Claudine Cour saurait mieux vous le dire. On a eu Savigneux pour l'îlot Pleuvet. Et puis aujourd'hui, on a Boin, et puis on a 2 ou 3 autres communes qui sont en attente. Voilà, donc c'est dans le cadre de l'opération PLH, ça doit être l'action 11. Voilà. Merci de cette réponse et de la question, pour le coup. Vas-y. Voilà, même si je peux compléter, voilà, c'est des opérations que EPORA porte aussi, mais ça suffit pas. Donc voilà, et quand des petites communes aussi font de la démolition sans EPORA, sont éligibles à cette aide-là. Donc c'est ce qu'on est en train de regarder avec Claudine dans nos révisions. Donc voilà, c'est une opération qui marche très très bien et c'est la revalorisation du milieu urbain, donc c'est bien apprécié, quoi. Et c'est à proportion du déficit, bien sûr. Et le maximum, c'est 120 000. Voilà. Eh ben, tu vas m'aider par la transition pour la suite. Le prochain conseil communautaire va se dérouler le mardi 17 décembre. Restez encore assis. 2-3 petites choses. La première, vous savez tous qu'il y a eu le congrès des maires. Donc, vous avez pu discuter ou y assister avec des parlementaires ou différents élus qui y sont allés. Moi, j'ai retenu qu'il y avait 2 sujets qui ont alimenté toutes les conversations et les déclarations de presse. C'est le budget, les budgets et ce que vont devenir les collectivités locales, en tout cas la part des collectivités locales dans ce budget. Bon, vous avez entendu plein de choses. Moi, je peux vous donner aucune certitude. En tout cas, le sujet il est sur la table. Et on verra bien au moment du vote du budget comment tout cela atterrit. Et le deuxième sujet, et j'en suis ravi, la loi climat et résilience, en tout cas la loi ZAN, clairement est, je ne vais pas dire dans le collimateur, mais en tout cas elle est visée. Ça veut dire que tout ce qu'on a fait remonter, y compris à l'échelle des SCOT, notamment le nôtre et l'Interscot, a percuté et l'ensemble des parlementaires ont clairement joué le jeu. Et on ne peut pas
aujourd'hui ignorer quand on va à Paris qu'il y a un sujet et il est unanime que la période de référence, je vous ai expliqué, hein, je ne vais pas revenir dessus, 2021, enfin pas la période de référence, mais la période 2021-2031 qui est un problème majeur de mise en œuvre, c'est unanime, tout le monde est d'accord pour dire que ça ne peut pas rester comme ça. Certains vont plus loin pour remettre en cause la loi. Bon. Même si j'en reparlerai probablement de façon plus certaine en conférence des maires. Aujourd'hui, on garde le cap. On ne change absolument rien. Pourquoi? On est sur des propositions de loi. Dans le meilleur des cas, si ça va en urgence, si ça arrive vite, ça sera en février ou mars. Si le gouvernement reste. Si on arrête le boulot, c'est autant de mois de perdus, décembre, janvier, février, mars, et on ne tiendra plus notre planning si jamais cette proposition de loi n'aboutit pas. On se tire une balle dans le pied. Donc on continue, et j'en reprends l'engagement, comme je vous l'ai dit en conférence des maires et comme je vous l'aurais dit, je dirai la même chose au Scott, qui doit être arrêté, lui, il est même au niveau de l'arrêt, et on va essayer de l'arrêter quand même. Tout, si la loi change, si les délais changent, si tout change, si la loi tombe, j'en sais rien, moi j'imagine tout, on sera toujours en capacité de changer notre fusil d'épaule. Rien, aujourd'hui, dans notre travail, est acté dans le marbre. On n'est pas du tout à ce niveau-là, donc il n'est pas question de décélérer le boulot, ni de quoi que ce soit. On entend, il semblerait qu'on soit entendu, donc on poursuit, même boulot, et tant mieux, et il faudra que de toute façon les choses changent. Mais je peux vous assurer que l'instabilité quand même nationale est tellement forte que pour le moment, et c'est rare, hein, mais on a la main sur ce qu'on fait. Plein d'incertitudes, mais nous, là, aujourd'hui, on a la main. Ce n'est pas le cas de tous les territoires. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, désolé, j'ai failli, Jean-Paul, finalement, je n'ai pas tout à fait gardé le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin, c'est le nouveau directeur général des services. Ah, ça commence bien, vous avez bien fait de venir. Hein, voilà. Monsieur Jean de Saint-Cernin, qui va se présenter à vous. Il s'est présenté en conférence des maires, mais la moindre des choses, c'est qu'il se présente en conseil communautaire. Bonsoir, mesdames, messieurs. Non, ben voilà, je fais bientôt 3 semaines que je suis parmi vous. Écoutez, je ne connais pas vraiment le territoire, j'apprends à le connaître. Je me déplace au gré des agendas des uns et des autres dans les mairies pour me présenter, pour découvrir vos communes et puis pour écouter et puis essayer ensuite avec toute l'équipe qui est là depuis longtemps de répondre, de contribuer à l'amélioration de tout ce qui est fait pour les administrés. Voilà, tout simplement. Je suis déjà vieux, j'ai 55 ans. Je travaillais avant à la région, en région parisienne. Mais mes attaches, ma famille sont dans le sud-ouest, près de Toulouse, à Montauban. Voilà. Mais je suis ravi d'être parmi vous. J'y passe toute la semaine. Je suis très heureux. Enfin, j'espère. Il y a longtemps très heureux. Merci. La séance s'est levée et Olivier Joly me dit que c'est le code du forêt nouveau. Alors, ma foi, je ne sais pas ce qu'on a sur les tables.